voudrais revenir donc à l'écriture de ces livres-là. Quand vous l'avez écrit, il y avait quel besoin derrière? Pourquoi tout d'un coup écrire ce livre, sur ce sujet-là? Vous auriez pu continuer d'écrire des chroniques ou bien, d'enseigner, à l'IRIS, par exemple. L'idée de ce livre m'est venue quand j'ai appris que la Russie attaquait l'Ukraine et je me suis dit: «C'est un désastre» et l'une des premières pensées qui m'est venue, c'est, «L'ONU ne s'en remettra pas». Je me suis dit: «Là, la Russie étant, une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, c'est trop violent, c'est trop énorme, on va rentrer dans une logique de décomposition internationale» et je me suis dit: «Il faut pas comment on appelle ça? Jeter bébé avec l'eau du bain». Parce qu'on pouvait on pourrait on aurait pu se dire: «Bah, voilà, c'est foutu, laissons tomber, de toute façon, ça n'a jamais marché, l'ONU était une illusion» et cetera. Je me suis dit: «Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui prenne le temps de raconter pourquoi on a fait l'ONU, pourquoi ça c'est important, quelles sont les réussites et pourquoi ça mérite qu'on, réfléchisse à la poursuite de cette grande histoire de l'ONU et qu'on voit, par conséquent, comment redonner envie, alors peut-être pas aux Russes qui sont partis dans un truc, un peu primitif de recours à la force, mais disons à une majorité suffisante, d'États, de poursuivre cette aventure, de l'ONU et je me suis dit aussi également qu'on avait peut-être perdu, nous en tant que citoyens dans un pays comme la France, l'habitude de défendre la paix. Parce que quelque Mmh. part, ça fait 80 ans qu'on est à peu près tranquille, du moins avec nos voisins immédiats et donc peut-être que la paix ne nous semble plus un objectif important, un objet de bataille, d'engagement. Alors maintenant, en 2026, hein, on le voit un peu plus nettement. Donc je me suis dit: «Il faut rappeler aux citoyens que, la paix est très précieuse et mérite qu'on se mobilise». Quelles ont été d'ailleurs, vous avez des réactions, des feedbacks, aussi bien de citoyens que d'universitaires ou de politiques, par exemple, à la suite de votre, livre? J'ai eu beaucoup de réactions, très positives, de toutes sortes d'endroits. Alors il y a, des mouvements comme le mouvement de la paix, qui m'invitent souvent à faire des conférences, mais des collègues d'université qui m'ont dit: «Bah, c'est bien qu'il y ait un livre qui est un livre, de vulgarisation aussi». C'est-à-dire, il y a une exigence scientifique, c'est pour ça que c'est chez Armand Collin qui fait beaucoup de livres scolaires, mais en même temps, c'est pas, un manuel, c'est un ouvrage qui rend accessible, ces enjeux-là, au grand public. Oui et là, je peux dire aussi un mot là-dessus, c'est que moi, j'y connaissais rien du tout, hein. Moi, je suis père de famille, j'essaie de m'intéresser à ces sujets-là et vous revenez sur la création, l'histoire de l'ONU, vous expliquez comment ça fonctionne. D'ailleurs, on pourra en reparler ensuite. Vous expliquez justement ces multiples organisations qui se sont créées, toutes les résolutions, toutes les, qui ont pu être, passées. Enfin, une explication finalement assez simple de quelque chose qui semblait très abstrait pour des personnes qui ne connaissent pas, ces sujets-là, de façon intensive comme vous, par exemple. Donc je confirme ce que vous dites. Bah, ça me fait plaisir parce que quand on est imprégné d'un sujet et surtout quand là, on est pris un peu par une espèce d'urgence, c'est important d'avoir un retour qui nous dit: «Bah, voilà, on a au moins, trouvé le ton qui permet de dire des choses un peu exigeantes, tout en accompagnant un lecteur qui connaîtrait pas le sujet» et la dernière partie, du livre, elle est directement à destination d'ailleurs, des citoyens pour expliquer, quels sont les leviers et les sujets sur lesquels on peut se concentrer pour faire valoir l'idée de paix sur celle de guerre. Et on parlera d'ailleurs des 3 scénarios que vous avez Mmh. envisagés complètement à la fin. Mmh. Mais alors justement, je voudrais revenir sur l'histoire un petit peu. Vous expliquez au début, on part sur la création de l'ONU avec un certain idéal de ne plus jamais refaire ce qu'on a déjà enfin ce qui s'est passé, les horreurs de cette, Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai l'impression d'entendre le même discours que lorsqu'on crée, la Société des Nations. Ça n'a pas fonctionné, mais pourtant quand on sort de la Première Guerre mondiale, tout le monde dit: «C'est la der des der, on va créer cette organisation qui va fonctionner et qui nous permettra d'éviter cette, Seconde Guerre mondiale qui finalement, avec fatalité, revient en Europe». Donc qu'est-ce qui a fait que ça a mieux marché cette fois-ci et qu'on a eu 80 années en gros de paix? Mmh. C'est vrai qu'en 1945, donc on sort, d'une guerre qui a fait, 60 millions de morts, avec des crimes, tellement, inédits et monstrueux qu'il a fallu inventer des mots pour les désigner, hein, comme crimes contre l'humanité et il y a cette idée, qu'est-ce qu'on a raté? Puisqu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, il existait déjà une organisation, la Société des Nations,
qui n'a pas du tout empêché une nouvelle guerre mondiale. Alors, il faut se rappeler quand même que la Société des Nations, qui avait été créée juste après la Première Guerre mondiale, par quelques dizaines de pays, elle ne comprenait pas les États-Unis d'Amérique. Alors que c'était une idée américaine, hein. Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, avait été un grand promoteur de l'idée de Société des Nations, mais le Congrès des États-Unis n'a pas voulu que les États-Unis fassent partie de cette organisation. Donc ça commençait mal, en gros. La première puissance n'était pas là Voilà. pour assurer la fiabilité en fait, de l'institution. Ok. Donc déjà, ça démarrait mal. Et après, on a été confronté dans les années 30 à deux mouvements politiques, le nazisme et le fascisme, qui, en fait, quoi qu'on fasse, n'avaient aucune intention de résoudre pacifiquement les différends. Là je pense qu'aucune organisation, si parfaite soit-elle, n'aurait pu résister à des mouvements dont l'objectif c'est de mettre des chambres à gaz, de soumettre des peuples. Là, on est au-delà du droit, on est face à des choses qui doivent être combattues. Aurait-on eu l'ONU en 19, ça n'aurait rien changé, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà, parce que c'est des idéologies qui sont par nature des idéologies guerrières, anti-humanistes, basées pour le nazisme sur la hiérarchie des races. Donc là, il n'y avait vraiment rien à faire, sauf qu'à les empêcher de nuire et à les battre militairement. Donc voilà, la Société des Nations avait peu de chance, déjà sur son berceau, se penchait de mauvaises sorcières. C'était mal barré, qu'on pourrait dire. Bon. En 1945, on est dans un contexte différent. D'abord parce que les deux grandes puissances de l'époque, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, sont d'accord pour stabiliser. Et même à un moment donné, on sait qu'ils se sont partagés le monde en zone d'influence. Donc ça, c'est important. Ils sont d'accord pour dire, bon, on ne va pas régler nos conflits par la guerre, on va tenter de créer un espace de régulation. Et ils le font aussi parce qu'on est rentré dans l'ère nucléaire. Oui, mais l'URSS, tout au début, de ce que j'ai cru comprendre, n'était pas forcément très intéressé à se joindre à la création de l'ONU. Effectivement, l'Union soviétique est un peu réticente au départ parce qu'elle a été exclue de la Société des Nations, donc elle n'avait pas un très bon souvenir de la Société des Nations. Mais finalement, assez vite, notamment parce que le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, et son successeur, Harry S. Truman... Oui, parce que là, je dois interrompre, c'est que la guerre en Allemagne n'est pas encore terminée, qu'il commence déjà à discuter de cette organisation. Donc Roosevelt, qui n'est pas encore décédé, en discute avec son homologue en URSS, c'est bien ça. Voilà. C'est intéressant de rappeler qu'on a commencé à penser à l'ONU en pleine guerre. En pleine guerre, oui. C'est dire qu'il y avait un besoin vraiment profond et qu'en se disant, bon, on va terminer cette guerre-là, mais il faut vraiment qu'on réfléchisse à ne pas recommencer. Donc on est dans un contexte très nouveau en 1945, où on a vécu des horreurs sans commune mesure, on est face à des dangers nouveaux, l'apocalypse nucléaire, et on a par ailleurs des grands mouvements historiques qui commencent, comme la décolonisation, c'est-à-dire les grands empires coloniaux britanniques, français, sont en décomposition, donc on sait que ça va devenir instable. Et qu'on ne sait pas très bien comment ces nouvelles forces qui se libèrent vont se réguler. Donc il y a des raisons puissantes pour qu'on crée l'ONU. Et on va essayer de tirer les leçons de l'expérience, c'est-à-dire de doter la nouvelle organisation de moyens que n'avait pas la Société des Nations. C'est ainsi qu'on va penser le Conseil de sécurité. Vous pouvez rappeler, le Conseil de sécurité, c'est qui, quels sont les pays à l'intérieur? Alors le Conseil de sécurité, c'est un peu comme une sorte de tour de contrôle de la sécurité mondiale, qui est confié principalement à 5 puissances qui sont considérées comme les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine, le Royaume-Uni et la France, qui ont un siège permanent dans ce Conseil de sécurité, avec un privilège qui est le droit de veto, dont on entend régulièrement parler. Et à côté de ces 5 membres permanents, avec leur droit de veto, il y a des membres non permanents qui sont élus à tour de rôle par l'Assemblée générale de l'ONU, où il y a l'ensemble des États. On était 50 en 1945, on est 193 aujourd'hui. Et la nouveauté, c'est que ce Conseil de sécurité, qui est donc la tour de contrôle de la sécurité mondiale, est doté de pouvoirs coercitifs, ce qui n'était pas le cas dans la Société des Nations, c'est qu'il a entre les mains
les moyens de faire régner l'ordre en imposant des choses aux États. Alors ça peut être des sanctions, ça peut être même des opérations militaires, mais ça peut être, avant d'en arriver aux sanctions ou aux opérations militaires disciplinaires, si vous voulez, des mesures pacifiques, envoyer des émissaires, envoyer des négociateurs, créer des conférences diplomatiques, envoyer des missions d'enquête. Donc il a toutes sortes d'outils dont ne disposait pas donc la Société des Nations pour essayer de prévenir les conflits. C'est-à-dire quand on sent qu'un conflit arrive, on saisit le Conseil de sécurité qui peut enclencher toutes sortes de mécanismes pour essayer d'empêcher la guerre. Et ça, c'est la nouveauté, ça va marcher quand même assez souvent, puisque y a des études ont montré que le Conseil de sécurité a été saisi de la plupart des grands conflits. Et il n'a pas résolu tous les conflits, évidemment, hein, si on ne pensait pas à la guerre du Vietnam ou la guerre d'Algérie. Mais il est intervenu dans la plupart d'entre eux à un stade ou à un autre. Et il a accompagné les conflits liés à la décolonisation, par exemple. Il a joué un rôle dans le grand conflit de 1962 entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et grâce à ces outils, il a réussi à résoudre un certain nombre de conflits. Pas forcément à grand spectacle, mais de manière assez décisive et certaine. Tout à l'heure, vous disiez que Donald Trump, donc en faisant un recours à la force, mais aussi la Russie actuelle, d'une certaine manière, en fait, se détachait de cette ONU que les États-Unis avaient donc fondée, notamment avec les autres pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi les États-Unis, à l'époque grands vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale, n'ont pas décidé tout simplement d'imposer une Pax Americana? Alors, les États-Unis ont conscience à l'époque de l'effort de guerre qu'ils ont dû faire pour la Seconde Guerre mondiale. Ils considèrent en grande partie qu'ils ont été embarqués dans cette guerre, notamment parce que les Européens qui avaient déjà fait la Première Guerre mondiale sont incapables de s'entendre. Donc ils considèrent qu'ils doivent se prémunir, en fait, du côté un peu brouillon et bagarreur des autres pays. On sait qu'ils sont rentrés très tard dans la Seconde Guerre mondiale, quand même. S'il n'y avait pas eu l'attaque du Japon, peut-être que malgré les efforts de Roosevelt, ils seraient rentrés encore plus tard. Donc ils n'ont pas envie d'être à l'avenir entraînés à nouveau dans des conflits qu'ils n'ont pas choisis. Donc il y a une motivation assez pragmatique de leur part, qui n'exclut pas certaines envolées idéalistes. Les négociateurs américains sont capables de parler de manière assez convaincante des droits de l'homme, de la paix, etc. Mais ils sont quand même très fortement portés par l'idée qu'il est dans l'intérêt des États-Unis qu'une organisation, qui va donc être l'ONU, soit là pour en gros gérer l'intendance, pendant qu'eux, en tant que grande puissance, ils peuvent défendre leurs intérêts, négocier de grand à grand avec les soviétiques. C'est bien pratique en fait à leurs yeux d'avoir l'ONU qui va réguler, créer de la norme, s'occuper des pauvres, gérer les micro-crises, pendant qu'eux auront les mains libres pour défendre leurs intérêts. Et on sait d'ailleurs que, de manière assez cynique, à peine la charte de l'ONU signée en 1945, les États-Unis vont aller s'occuper de faire quelques petites interventions en Amérique centrale et en Amérique du Sud pour empêcher ce qu'ils appellent la propagation du communisme. Donc ils vont là vraiment très directement, sans respecter les règles de l'ONU, gérer leur étranger proche. Et on sait que les soviétiques, de leur côté, en Europe centrale et orientale, en bonne intelligence avec les Américains, vont eux aussi soumettre les pays proches. Donc voilà, c'est un jeu en 1945 de la part des États-Unis et aussi l'Union soviétique qui mélange l'idéalisme, c'est vrai qu'on ne veut pas recommencer ces atrocités, et le pragmatisme. On est bien content d'avoir un système qui en fait nous prémunit des petites affaires pendant que nous pouvons en tant que grande puissance mener notre propre barque.